bienvenue à notre deuxième émission de la découverte des îles de Sorel. La semaine dernière, eh bien, on a fait une très belle excursion parmi ces dizaines et des dizaines d'îles ici à Sorel. Mais il n'y a pas juste les îles ici. Il y a également le biophare qu'on peut découvrir. Alors, cette semaine, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au biophare. Et j'ai avec moi toujours Madame... Anne-Marie Dulude. Anne-Marie Dulude, je préfère lui laisser dire son nom parce que moi, j'ai beaucoup de misère avec les noms. Madame Dulude, qui est également directrice du biophare et aussi biologiste, oui. N'est-ce pas? Bonjour à vous. Bonjour. Merci en passant pour cette belle excursion la semaine dernière. Et cette semaine, on rentre en dedans parce qu'ici, à la biophare, est-ce qu'on dit la biophare ou le biophare? Le biophare. Le biophare. Ouais. Eh bien, il y a plusieurs choses à faire ici. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire entre autres? Des visites d'exposition. Premièrement, on a 3 expositions qu'on présente à l'intérieur du musée. Il y a des animations, il y a des ateliers, on a des camps de jour pour les enfants. On offre aussi des conférences les fins de semaine. Plein d'activités là, qui se passent dans nos murs. Puis, j'imagine aussi que c'est un grand espace, ici, oui. quand même. Là. Oui. Fait qu'on a sûrement des salles qu'on peut louer ou des choses comme ça aussi, je crois, ici. Oui, hein? oui, on peut faire de la location de salles. Pour différents événements? Pour différents événements. Ça va de la réunion à une assemblée générale, à un lancement de livres, de disques, etc. Là. OK. Toutes sortes d'occasions. En plus des excursions, on a aussi une boutique. Oui, on a une belle boutique. On offre aussi une animation à l'extérieur, sur tout le territoire là, de la ville de Sorel-Tracy, qui s'appelle la promenade littéraire. Les gens peuvent réserver leur place, puis sont accompagnés d'un guide du biophare pour faire le tour de la ville. On parle un peu d'histoire, mais on parle surtout des écrivains qui ont été inspirés par cette ville-là ou qui viennent de la ville de Sorel-Tracy. Donc, ou de la région. Fait que c'est une activité qu'on peut faire en plus. Et c'est une visite qui dure, c'est 1h30. longtemps? 1h30 par visite? 1h30 à travers la ville. La visite des expositions, ça peut prendre peut-être 1h30 aussi. On peut avoir la visite guidée des expositions comme on peut la faire nous-mêmes. Okay. Quand on a des enfants, on a des petits guides de jeux pour les enfants, puis qu'ils puissent le faire à leur niveau, là, la visite de nos différentes expositions. Est-ce que je me trompe en disant que j'ai vu des activités justement pour les enfants, ici des classes pour les enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Oui, on reçoit du scolaire, beaucoup au printemps puis à l'automne, mais là, en ce moment, on a des camps de jour. Okay. Tout l'été, on a 7 semaines de camps de jour qu'on offre. Donc, c'est des camps de jour avec des très petits groupes, puis on a toutes sortes d'activités. Eux-mêmes vont faire une petite excursion en bateau, pas aussi longue que pour les adultes, mais ils vont quand même un peu dans les îles. Puis, ils font différents ateliers, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du biophare, qui abordent différentes thématiques dont on traite dans nos expositions. Puis quand les gens viennent ici pour voir le biophare, les expositions, c'est inclus aussi les excursions, hein, comme on a fait la semaine dernière? Bien, c'est-à-dire que si les gens, en fait, c'est l'inverse, c'est si les gens réservent pour l'excursion nautique, ils ont droit aux visites de nos expositions. Mais quelqu'un peut se présenter ici puis juste prendre la visite de nos différentes expositions. Okay. C'est pas les expositions qui incluent la randonnée nature, mais c'est plus l'inverse. Fait que donc, l'affaire principale ici à le biophare, c'est bien les expositions. Les expositions, on est ouvert à longueur d'année, mais les excursions quand même prennent pas mal de place. On attire pas mal de gens avec ça. Ça, c'est juste l'été. C'est juste l'été. Du début juin, fin mai, jusqu'à début octobre. Fin mai, début octobre. Oui, mais on fait 7 jours par semaine, 2 sorties par jour, et on pourrait même en faire plus. Des fois, on a des demandes spéciales, des groupes d'ornithologues ou des groupes de photographes, ceux qui font de la photographie d'oiseaux ou de milieux naturels, qui préfèrent faire des sorties. Ils peuvent réserver le bateau complet. C'est 12 places seulement. C'est pas un énorme bateau. Donc, on peut les amener de bonne heure le matin ou en soirée. On peut faire des sorties spéciales pour ces groupes-là. Mais pour les gens ordinaires, là, comme monsieur, madame, tout le monde, qui veulent venir faire l'excursion, est-ce qu'il faut réserver d'avance? Oui, parce que c'est juste 12 places. OK. Donc, oui, on a un site qui s'appelle randonnéenature.com. Ils peuvent remplir un formulaire, puis nous, on les rappelle, puis on leur fait part des choix, des disponibilités, parce que ça se remplit vite, là, à 12 passagers. Donc, oui, il faut qu'ils réservent leur place à l'avance. Parlons des expositions maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve
au Biophare Oui. comme exposition cette année? Bien, on a 2 expos permanentes qui adoptent 2 pôles complètement différents. On a tout d'abord l'appel du large qui parle de la construction navale et de la fabrication d'armements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été extrêmement important ici dans la région. Puis on a notre autre exposition permanente qui s'appelle l'Observatoire du Lac-Saint-Pierre, qui parle de l'histoire de la région, de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours, et qui met en valeur beaucoup le milieu naturel. Quand vous dites permanent, ça veut dire toute l'année? Ou, Oui, bien, ça veut dire permanent, c'est des grosses expositions, donc ça dure d'une durée de 10-12 ans à peu près, une exposition permanente. OK. Oui, parce que c'est des gros investissements, c'est près de entre 800 000 et 1 million. Là. Oh, wow! C'est très coûteux faire une expo permanente, donc habituellement, c'est autour de 10-12 ans. Puis, on a notre salle d'expo temporaire où on a 1 à 2 expositions par année qu'on présente ici. On a créé aussi 2 expositions itinérantes, c'est-à-dire que c'est des expositions, là j'en ai une que je présente ici en ce moment, Germaine Guévremont et le Survenant, mais qui se promènent dans d'autres musées. Donc, d'autres musées nous louent ces expositions-là. Entre musées, on crée des expositions itinérantes. OK. Puis, d'un musée à l'autre, on en a déjà présenté qui venaient de l'Insectarium ou d'autres institutions muséales. Là. Et si je comprends bien, le Biophare, c'est un musée. Oui. OK. Oui, oui, on a une collection. On a une collection de milliers d'artefacts et d'écofacts. On a des documents d'archives. OK. Oui, on a une bonne banque de beaux documents, de beaux éléments qu'on va retrouver quand on va visiter tout à l'heure l'exposition Germaine Guévremont et le Survenant. Justement, il y a un élément là-dedans qui est la fameuse veste en suède que portait Jean Coutu lors de la série télévisée quand il faisait Le Survenant à la fin des années 50 là, à la télévision de Radio-Canada. Wow, belle exposition. Oui. Mais je pense que les gens à la maison, ils ont hâte de voir cette exposition-là. Fait que diriez-vous si on se déplaçait et on allait visiter chacune de ces expositions? Parfait. On y va, on commence par... On peut bien commencer par Germaine Guévremont. Germaine Guévremont? Parfait. Allons-y. Nous sommes dans l'exposition de Germaine Guévremont. Germaine Guévremont, qui ne connaît pas le Survenant. Oui. Hein? Bien, les plus âgés vont se souvenir de la série télévisée qui a rendu ça vraiment populaire, mais c'est une œuvre, Le Survenant. Elle a écrit assez tard, Mme Guévremont. Au début, elle a publié Le Survenant, conte d'auteur, puis après ça, c'est devenu très populaire. Ça a été vendu en France. Après, ça a été traduit et vendu aux États-Unis et en Angleterre. Donc, elle a connu une assez bonne popularité avec ces romans-là. Mais Mme Guévremont, avant d'écrire cette histoire-là, elle était... Elle a été journaliste, hein? oui. C'est ça qu'on met en valeur dans cette expo-là. Quand j'ai travaillé avec le scénographe, on parle d'une exposition sur la littérature, sur une écrivaine. Faut qu'on se trouve une piste pour voir comment on va présenter le tout. Je travaille avec un scénographe qui s'appelle Mario Bouchard, qui est dans le domaine du théâtre et du cinéma. Donc, c'est tout le temps bien original ce qu'il fait. Alors, il est parti avec la dactylo de Mme Guévremont. Puis, il a dit, c'est comme un rouleau de papier, c'est comme ça l'avait écrit. Puis là, c'est des rouleaux de papier. Donc, les présentoirs c'est des rouleaux de papier qui se déroulent. C'est-tu l'original, oui, ça? Oui, c'est l'original. C'est l'original, oui, ça? Bien, on en avait plusieurs, là. On en a 2 dans l'exposition. OK. Ça nous a été prêté par la famille Guévremont. Puis ça aussi, c'est comme des rouleaux de papier, on parlait de journal, impression, donc il est parti avec cette thématique-là. Et ici, on met en valeur, en fait, son enfance. Elle vient de Saint-Jérôme. Elle avait une mère qui peignait. Ça, c'est un des tableaux que sa mère a peint d'elle-même. C'était une Labelle. Sa mère, donc, était apparentée avec le curé Labelle. Ah oui? Son père, c'était un Grignon. Grignon comme Claude-Henri Grignon, qui était le cousin de Germaine Guévremont. Wow. Et qui était écrivain, bien entendu. C'est lui qui, à un moment donné, elle a travaillé, Germaine Guévremont, parce que les femmes, à l'époque, c'était au début du siècle, c'était tout le temps pseudonyme. Hein? C'était tout le temps... C'était pas son vrai nom, jamais, sauf quand elle a publié... D'ailleurs, elle signait Germaine G pour Grignon Guévremont. Elle a voulu garder un peu son... à l'époque, son lien avec sa propre famille, parce qu'à l'époque, les femmes portaient le prénom et le nom du mari. Donc, elle, c'était une femme de tête, Mme Guévremont. Puis sa famille était différente, était très axée sur les arts, la littérature, la peinture. D'ailleurs, ses parents l'avaient envoyée étudier le piano et l'anglais en Ontario. Donc, elle était parfaite bilingue, ce qui a fait en sorte que, quand elle a rencontré son mari à Ottawa, puis qu'elle est venue s'installer ici,
Bon, elle partait de la région des Laurentides avec les montagnes, tout ça, elle trouvait ça un peu ennuyant, Sorel. Puis son beau-frère, qui était dans le journalisme, lui a suggéré de devenir correspondante pour le journal De Gazette. Alors, elle a publié en anglais, elle était journaliste. Donc, ça lui a donné toute une expérience en journaliste. Donc, ici, on parle de son expérience en journaliste. Ensuite, on parle de ses écrits. Donc, En pleine terre, qui était un recueil comme de nouvelles. Puis après ça, Le survenant et Marie Didas. Et ensuite, tous les honneurs qu'elle a eus. Elle a eu des doctorats honorifiques. Elle a été reconnue à travers le monde pour la qualité de son œuvre littéraire. Elle a écrit peu de livres, Mme Guévremont, parce qu'elle a commencé tard. Elle devait écrire un 3e roman, mais finalement, elle est décédée. En fait, le 3e roman, quand elle a adapté son œuvre littéraire à la télévision, c'était déjà les prémices. La fin de la dernière année, c'était déjà la suite qui devait servir à écrire un 3e roman, qu'elle n'a pas eu le temps d'écrire, mais bon. Donc ici, on parle de ça. On parle, bon, ça, c'est sa rencontre avec son mari à Ottawa, mais son mari venait d'ici, M. Guévremont. Okay. Donc, c'est lui qui va l'initier au monde des îles, la chasse au canard, la pêche, tout ça. Donc, c'est là qu'il va avoir un coup de foudre pour les fameuses îles de Sorel, qu'on disait dans le temps. Donc, surtout le Chenal du Moine, qui va teinter toute son œuvre littéraire, y compris la série télévisée. Parce qu'on a eu un livre pour commencer en 1945, si je ne me trompe pas. Oui. Après ça, il y a eu la radio. Hein? Elle a fait ça à la radio. Une adaptation de la radio. Et ensuite, la série télévisée, qui était de... Et c'est avec ça qu'elle a fait un peu plus de sous, ce qui lui a permis de s'acheter un chalet, se faire construire un chalet sur l'Îlette au P. L'Îlette au P, c'était... On est passé à côté tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais la semaine passée. Puis c'était vraiment une toute petite île qui appartenait à son beau-père. Il faisait paître les chevaux là-dessus. Puis là, quand ils en ont hérité, bien, elle a voulu se faire bâtir un chalet. Puis à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit, sans le consentement de leur mari, d'avoir une habitation. Mais elle a passé outre ça, puis elle s'est fait construire un chalet. Puis c'était vraiment son lieu où elle écrivait finalement les dialogues. Elle n'a pas écrit Le survenant, là, parce qu'elle était retournée à Montréal, mais elle a écrit tous les dialogues pour la télé dans son fameux chalet de l'Îlette au P. Puis c'est en 2005 qu'on a eu le fameux film du survenant. Oui, un autre survenant. D'ailleurs, on va aller voir ça de plus près. On va aller faire un tour de l'autre bord. Suivez-nous, on s'en va de l'autre côté. Puis de ce côté-ci, on retrouve un vieux téléviseur vintage. Qu'est-ce qu'on voit sur le téléviseur présentement? C'est une entrevue filmée qui a été faite au chalet de l'Îlette au P avec Mme Guévremont. Puis ça a été filmé par l'Office national du film, donc c'était une qualité cinéma. Mme Guévremont rêvait que sa série télévisée soit transposée au grand écran. Puis ça ne s'est pas fait de son vivant. On va attendre beaucoup d'années plus tard avant que ça se fasse, là, le survenant... tel qu'on le voit ici, l'affiche du survenant. Les costumes aussi, le manteau. Du survenant du film. Ici, c'est le costume du survenant porté par Jean Coutu dans la série télévisée. Ça, c'était le costume de Jean-Nicolas Véraud, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça, Mme Guévremont est interviewée. Là, les gens ont des écouteurs. On a créé un petit peu une ambiance de studio. D'ailleurs, après les chaises, on a des textes. Chaque chaise représente un personnage de la série télévisée. Donc, on a essayé de personnaliser. La seule chaise qui est orientée vers l'extérieur, vers la sortie, c'est celle du survenant, parce qu'il s'en va, le survenant, fin de la série. Oui. Ah, vous avez dit la fin du film. Il s'en va, le survenant. Oui, il ne reste pas le survenant. Oui, puis ça avait gagné tous les prix, de toute façon. Il y avait eu un gala, puis il y en a un des prix ici qui était à Marjolaine Hébert, qui jouait dans la série télévisée. Un prix qu'elle avait gagné. Mme Picard en avait gagné un aussi. Donc, ça a été vraiment très populaire. Donc, on a mis des textes de chaque personnage, des extraits, pour que les gens puissent les lire, voir un peu le niveau de langage. Puis c'est Mme Guévremont qui adaptait ses romans pour la télé. Qu'est-ce que vous m'avez dit la semaine passée concernant sa maison, où je me souviens plus trop quoi, là, que les gens se présentaient chez elle? Ah oui, ça c'était drôle, parce que c'était tellement populaire, puis il n'y avait pas beaucoup d'émissions de télévision. C'est vraiment au début de la télévision, la série Le Survenant. Et Marie Didas aussi. Donc, les gens se prenaient pour des... et étaient convaincus
qui était un des personnages, qu'il y avait été une source d'inspiration. Le curé pensait qu'il était le survenant. Il y a une madame un peu boiteuse qui était arrivée pas loin du chalet, puis avait dit « C'est moi, Angelina Desmarais, c'est moi qui ai servi de source d'inspiration. » Donc, il y avait plein de gens comme ça. Puis d'ailleurs, dans le Chenal du Moine, il y avait le restaurant à Bedette, le restaurant Le Survenant, il y avait plein de... C'était tout axé là-dessus. Et Jean Coutu, qui était la grosse vedette de l'époque, arrivait en décapotable dans la région, puis c'était la grosse vedette là, qui venait rencontrer Mme Guèvremont, puis se faisait des tablés, des grandes tablés de giblottes en plein air, justement dans le Chenal du Moine, l'île d'Embarras. Ouais. Qu'on a vu, la dernière île, qui est un cul-de-sac, où il y a encore un restaurant pour la giblotte. Donc, eux autres, ils venaient se faire des tablés là, de ça, c'est dans le temps du survenant, dans ces années-là, c'est ça? Dans ces années-là, où c'était très populaire. Là. Mme Guèvremont recevait souvent certains interprètes de la série télé. La série télé, c'était faite en direct. Donc, c'était en studio. Il y avait, quand c'était un paysage de marais, c'était 3-4 quenouilles qui étaient plantées sur un décor. C'était pas... il essayait de recréer la réalité, mais ça n'était pas le cas. Tandis que dans le film, l'entrevue qui avait été faite par l'Office national du film, ils ont repris 4 scènes du survenant et ils ont filmé dans les lieux. À un moment donné, il y a une scène entre Jean Coutu et... entre le survenant et le père Didas, dans les îles où on était la semaine passée, là, dans les chenaux. Donc, c'est filmé dans les décors naturels pour l'entrevue. Okay. Mais c'est ça, c'était un peu un rêve qu'elle chérissait, Mme Guèvremont, qu'un film se fasse à partir de son œuvre. Parce que vous êtes choyé d'avoir tous ces items-là ici au musée. Dites-moi, vous parliez tantôt que c'est vous-même qui avez décidé quoi mettre dans le musée puis quoi mettre dans l'exposition. C'est pas mal toutes mes réalisations qu'on va voir. Là. Mais quand on fait une exposition comme ça, c'est des gros projets. On a une équipe de décors, on a le scénographe, un recherchiste, etc., etc. Donc, c'est ce genre d'exposition-là. Moi, j'étais gestionnaire de projet pour ça. Ça veut dire que je m'occupais de tout gérer, de faire les textes, de choisir les images, de demander les droits, etc., etc. Parce que ça, c'est toutes des photos. Les photos des personnages, ça vient tout de Radio-Canada. Donc, il faut demander les droits d'auteur, tout ça, là, c'est complexe. C'est assez complexe. Beaucoup de travail. Ouais. Ici, on a, ça peut paraître simple, là, mais c'est la correspondance entre le père de Clémence Desrochers, qui était le poète Desrochers, là, qui a été une grande source d'inspiration pour Mme Guèvremont. Donc, lui, il a été un peu son mentor. Elle a commencé à écrire. Elle était insécure parce qu'elle a écrit quand même, le survenant était assez âgé. Puis, elle n'avait pas confiance en elle. Fait qu'elle n'arrêtait pas de faire des grandes descriptions de l'environnement, de comment les gens vivaient, parce que ça se passait au début du siècle. Puis, à un moment donné, Alfred Desrochers, il a dit « Mais où voulez-vous en venir avec votre fameux survenant? » Puis là, ça l'avait saisi, elle était partie chez elle, puis là, elle a écrit tout ça. Elle a commencé à écrire, là, elle était fâchée, elle a commencé à écrire son fameux roman. Donc, ils ont eu un échange beaucoup entre eux. Lui, elle l'appelait son survenant, des fois, cher survenant. Dans la correspondance, on voit ça beaucoup. Donc, ses sources d'inspiration pour le survenant, c'est son père qu'elle aimait énormément. C'est le père de Clémence Desrochers, le poète, et aussi son beau-frère, qui était un journaliste un peu vagabond, qui venait d'ailleurs. Donc, le personnage du survenant, c'est une bouffée de fraîcheur dans un milieu qui était plutôt clos. Donc, c'était à l'image du Québec de l'époque, qui était très replié sur lui-même. Donc, ça apportait, c'était comme un vent de renouveau. Okay. Il bouscule, il arrive comme un chien dans un jeu de quilles, il arrive dans ce milieu-là qui est très replié sur lui-même, puis il les bouscule, puis il va laisser une trace indélébile sur l'ensemble des personnages qu'il a côtoyés. Très belle exposition, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit ici, justement, vous disiez? Parfois, quand on réalise des expositions, on demande à un artiste de contribuer. Alors là, on a demandé à un artiste de créer une œuvre en lien avec le monde de Germaine Guèvremont. C'est l'artiste Julie Lambert de Drummondville qui a créé cette œuvre-là. Wow. C'est 3 couples, en fait. Il y a le survenant et Angelina. Donc, il y a des clins d'œil aux personnages. Et il y a aussi des clins d'œil. Elle a pris des photos aussi de sa famille, puis elle a intégré ça dans ses œuvres. Alors, il y a toujours des parties 3D, puis des parties plus comme gravées dans le bois, peint. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. C'est très... J'étais très contente parce que j'ai choisi
cet artiste-là parce que je trouvais que ça allait avec l'ensemble de notre exposition. Il y avait le père Didas et ses deux épouses, Mathilde, qui est décédée, puis la fameuse Acayenne. Puis il y avait aussi le couple d'Amable et de Fonzine. Donc, c'est un clin d'œil qu'elle a fait sur cette dynamique-là des trois principaux couples du roman Le Survenant et Marie Didas. Super. La deuxième exposition, c'est? Oui, bien, je peux vous montrer l'Appel du Large. On va terminer par notre principal expo qui est l'Observatoire du lac Saint-Pierre. Parfait. Allons-y. Alors ici, on est dans notre exposition principale, l'Observatoire du lac Saint-Pierre. On montre les principales caractéristiques qui ont fait en sorte qu'on ait été reconnu, la grande région, réserve de la biosphère par l'UNESCO. OK. Donc, on montre les grandes caractéristiques qui font qu'on a été reconnu. Alors, les gens voient ça sur des panneaux qui évoquent un peu un poste d'observation quand on va dans un quai qui avance dans les milieux humides. Alors, après ça, on entre dans la grande salle. La grande salle qui s'appelle? Bien, c'est l'Observatoire qui se continue. OK. Oups, Alors, après vous. Alors, on est encore dans l'Observatoire du lac Saint-Pierre, mais là, on vient d'entrer dans la grande salle qui nous fait connaître différentes époques. On commence par la présence iroquoienne. Il y a 500 ans de ça, il y a eu un village iroquoien sur le bord de la rivière Richelieu. Donc, présence des Iroquoiens, qui était une nation, une famille de langue, les Iroquoiens. Okay, les Iroquois faisaient partie des Iroquoiens, mais ici, c'est ce qu'on appelait les Iroquoiens du Saint-Laurent. Donc, on a eu une fouille archéologique dans le coin. Donc, on montre des artefacts et des écofacts de cette fouille-là. On parle des grands explorateurs. Jacques Cartier, qui est venu ici. Ensuite, Champlain, qui était un excellent cartographe. On a une entrevue avec un historien géographe qui nous parle de la venue de Champlain, qui est venu 3 fois dans la région ici. Et c'est lui qui a nommé le lac Saint-Pierre. Parce qu'il est venu le jour de la Saint-Pierre, le 29 juin. Donc, c'est lui qui a donné le nom. Ensuite, on fait un autre bond dans le temps, la présence de la Nouvelle-France. On commence la Nouvelle-France, premier fort sur la rivière, au coin de Richelieu et du fleuve Saint-Laurent. Ici, on parle du deuxième fort qui a été bâti par le régiment Carignan-Salière, dont un des capitaines s'appelait Pierre de Sorel. Donc, d'où l'origine du nom Sorel. Donc, on a comme la représentation du phare. On a des artefacts qui nous viennent du Musée de la Civilisation, qui étaient utilisés du temps du régiment Carignan-Salière, donc en 1665. OK. Ça date pas d'hier. Après ça, on a une période anglaise et allemande. Donc, la Maison des gouverneurs, c'est encore possible de la voir. C'est notre plus vieil édifice dans la région, qui date après la guerre d'indépendance américaine, donc 1781. Et où il y a eu une famille allemande qui a vécu là, à Sorel, dans la Maison des gouverneurs, qui est maintenant l'office de tourisme puis une salle d'exposition qu'on peut visiter. Et après ça, après la venue des Allemands, les Riedesel, on a eu des gouverneurs c'était leur résidence d'été, qui venaient ici, il y avait des rencontres officielles à cette Maison des gouverneurs-là. Alors, on va continuer. Oui. On continue. Après avoir traversé les grandes époques de l'histoire de la région, on arrive dans les milieux naturels, les marais, marécages, herbiers aquatiques, et on a cette maquette-là qui nous donne une vue à vol d'oiseau de l'ensemble du territoire de la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre. Ça nous donne une idée de l'immensité du territoire. C'est pas où on est allé se promener, ça, la semaine dernière? Oui, absolument. On a fait juste une petite partie du territoire, donc ça a pris 3 heures. Fait qu'on aurait pu facilement passer plusieurs journées dans tout ce territoire-là. Donc, Sorel-Tracy est ici, auprès de la rivière Richelieu. Puis là, vous avez l'immense lac Saint-Pierre et à l'autre bout, vous avez Trois-Rivières. Ce que je montre en bleu ici, c'est le chenal de navigation où passent les navires commerciaux, parce que le lac Saint-Pierre est très peu profond. Donc, il y a un chenal de navigation qui est creusé en plein milieu du lac Saint-Pierre pour permettre le passage des bateaux, des gros bateaux. Donc, ça nous montre l'utilisation du territoire, puis ça permet aux visiteurs qui sont autour de la maquette de voir comment est exploité le territoire, l'agriculture, les endroits où sont les forêts, les usines, les municipalités. Ça donne en un coup d'œil. Tout est indiqué partout. Oui, on a juste à presser le bouton, puis on voit exactement où ça apparaît. On a 24 points d'observation. Ça, là, c'est les communes de l'île du Moine. Il y a quelqu'un qui pèse sur... C'est les communes de l'île du Moine. L'île du Moine, l'île du Pot, puis l'île du Milieu. Donc, ça date du régime français, là où les gens mettaient en commun, sur le pâturage seigneurial, leurs animaux pendant toute la saison estivale. Pas mal intéressant.
Et ensuite, on s'en va vers où? En dessous de l'eau. On s'en va en dessous de l'eau? Oui. Allons-y. Donc ici, on se retrouve sous l'eau. Sous l'eau. C'est magnifique, oui, en passant. En fait, j'avais engagé 2 plongeurs, un qui faisait de la photo, d'autres du film. Et puis, c'était pour une exposition qui se passait sous la surface de l'eau, Eau de vie. C'est une expo qui est virtuelle. Puis, les photos ont servi, ça, c'est des plantes aquatiques, donc à faire comme si on était dans une goutte d'eau. Ça, c'est l'idée du scénographe, qu'on soit dans une goutte d'eau, donc sous la surface de l'eau. Donc, on a 2 aquariums avec certaines espèces de la région, des barbottes, un lépisosté, puis parfois on a d'autres espèces, là, ça dépend de ce qui nous est donné. Très beau et très bien fait, je trouve. OK, ici, on montre les différents... C'est la dernière partie de l'observatoire. On montre qu'il y a de la recherche qui se fait dans les îles. Donc ici, on a un suivi d'une population de guiffettes noires. Il y a la colonie de grands hérons. On a des activités qui sont pratiquées comme la pêche commerciale, la pêche sportive, la chasse au canard, qui est très importante. On a des espèces très rares qui vivent ici. Donc, il y a des lieux qui sont complètement protégés parce qu'il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Alors, Puis, on a voulu focusser aussi sur les bons gestes qui sont faits en agriculture, dans le secteur industriel ici, aussi pour protéger les milieux naturels. On a changé nos habitudes, puis on essaie encore de les changer pour... parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on est reconnu par l'UNESCO. Il faut que les gestes qu'on pose soient significatifs. Alors ici, c'est votre dernière exposition? Oui, ça s'appelle l'Appel du large. C'est une expo permanente aussi qui met en valeur la construction navale et la fabrication d'armements durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été très, très important ici dans la région. OK. Alors voilà. C'est qu'on invite les gens à venir voir ces expositions-là, bien Absolument. sûr. Vous êtes situé où exactement, Sorel? Au 6 rue Saint-Pierre. La rue Saint-Pierre, c'est une petite rue qui entre dans le parc Regard sur le fleuve. OK. Vous avez aussi un site Internet, j'imagine. Oui. Qui est Biophare.com. Biophare.com, où on trouve toutes les informations. Toutes les informations. Les prix pour les excursions, les visites, et ainsi de suite. Tout est oui, là. Absolument. On tient à vous remercier infiniment de la part de CTB TV, de moi-même, pour cette invitation que vous nous avez lancée. On a adoré notre excursion et notre visite ici. C'est vraiment très, très beau. Et on espère que les gens vont venir vous voir pour découvrir ce site, ce musée, parce que c'est vraiment champion. Merci. Alors, Madame Dulude, merci beaucoup. Merci. Et au plaisir de vous revoir. Et c'est ici que ça se termine notre émission. On vous souhaite une belle journée et à la prochaine.